Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Cécile de Ménibus, très heureux de votre retour. Oui, merci. Vous nous avez beaucoup manqué. Merci beaucoup. Moi j'étais très heureuse sans vous, mais bon, puisqu'on m'oblige à revenir. Au bon accueil, bonsoir. Voilà. mais non, on plaisante. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui. 0826 300 300, c'est Aude qui est avec nous. Vous pouvez bien entendu d'ores et déjà appeler si vous voulez, bien entendu, j'allais dire combattre, mais pas du tout, mais échanger avec nos vraies voix du jour. Éric Revel qui est avec nous, bonsoir, journaliste Cécile, bonsoir, et auteur de C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Qui vient de sortir. Oui. Et ça parle de quoi? Ça parle du bilan d'Emmanuel Macron. C'est Mozart, vous savez, le Mozart de la finance. Oui. L'idée c'était de décrier tous ces fiascos, et mon éditeur à la fin m'a dit non mais rendez le manuscrit. J'ai dit mais attendez, il en a fait encore une. Il m'a dit non, rendez le manuscrit. Donc c'était en temps réel que tu écrivais en fait. Quasiment. Toutes les têtes de chapitre sont des œuvres célèbres de Wolfgang Amadeus Mozart. Ah oui. Donc évidemment Don Giovanni le séducteur, la flûte enchantée ou le pipeau désenchanté comme vous voulez, la Clémence de Titus, l'opéra, etc. Le Requiem. Requiem. Et Mozart qu'on assassine, c'est une formule aussi qui est passée dans le langage courant, qui veut dire, Gilbert Cesbron, Antoine de Saint-Exupéry, que chez chaque enfant il y a un petit Mozart qui sommeille, mais que les obstacles de la vie ou politique font que son potentiel n'est pas révélé. Bah tiens, ça colle aussi au Mozart de la finance. Ah ben voilà, en tout cas, c'est à lire aux éditions Ellipse. Pierre-Yves Martin est avec nous, entrepreneur et consultant. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Pas de livre, pas de... Ah non, j'ai écrit un bouquin il y a 5 ans, c'est terminé maintenant. Et vous en avez vendu ? Pas énormément, non. Ouais, c'est pour ça que vous recommencez. C'est pour ça qu'il faut que j'aille travailler pour... C'est ça. Allez les amis, au sommaire de cette émission, on reviendra sur Yael Braun-Pivet qui a suscité donc la bronca des insoumis en jugeant inacceptable, je cite, que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles au cœur de la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et on vous pose cette question. Fillette voyelle à l'Assemblée nationale, est-ce une atteinte à la laïcité? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et moi je le dis, il y a la règle et l'esprit. Désolé, mais quand on va dans un bâtiment de la République, on met une tenue la plus neutre possible. Mais quand on voit des gamines aussi petites, là c'est carrément de la provocation. Et puis sur l'île d'Oléron, un homme de 35 ans a délibérément renversé 5 passants hier en criant Allahu Akbar. Le parquet national antiterroriste a annoncé qu'il ne se saisirait pas de ce dossier. Et on vous pose cette question. Attaque d'Oléron, est-ce pour vous du terrorisme islamiste? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Alors d'après le ministre de l'Intérieur, il y a je cite, des références religieuses claires et explicites, mais pas pour le PNAT. Moi je le dis, c'est une attaque terroriste islamiste. On vous souhaite la bienvenue et on revient tout de suite donc sur cette affaire de voile à l'Assemblée nationale. Moi, ce que je demande à la présidente de l'Assemblée nationale, c'est notamment de clarifier le règlement intérieur, de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune provocation islamiste, plus aucune ambiguïté dans le respect de la laïcité au sein même de la maison du peuple français. Les vraies voix Sud Radio. Éric Revel, vous entendez la voix de Julien Audoul du Rassemblement national qui s'exprimait. Oui. Écoutez, on parle tout de suite du sujet là. Ah oui. Je veux dire, moi j'ai été extrêmement choqué. J'ai été extrêmement choqué. Alors, j'ai vu le petit communiqué, parce que ce sont les gens du Modem qui ont fait venir ces deux jeunes filles. Marc Fesneau, ça vient Marc Fesneau, qui a fait un communiqué pour s'expliquer, tout en s'expliquant pas, tout en reconnaissant pas. Il a fait du bayrouisme. Il a fait du bayrouisme, mais je veux dire, pourquoi je suis choqué? Je suis choqué pour deux choses. Alors, on peut m'expliquer ce qu'explique Marc Fesneau dans son petit communiqué, là, que c'est une façon de convertir, si j'ose dire, les gens qui pensent différemment, qui ont une culture différente aux règles de la République. Mais pardon, Philippe, vous avez souligné le point crucial. C'est que ces petites fillettes doivent avoir 10-12 ans, peut-être même pas. Il y en a qui avaient 8 ans pour les plus petites, a priori. Donc, ça veut dire qu'à 8 ans, en France, on voile les gamines. C'est ça que ça veut dire. Donc, première provocation, celle-ci, vous avez raison de le souligner. Et puis deuxième, pardon, mais les mettre de manière ostensible elles étaient en haut de l'hémicycle, dans les balcons, dans la tribune. C'est une deuxième provocation, évidemment que c'est une provocation. C'est un symbole politique fort. On n'aura jamais assez de pensée pour toutes ces femmes qui en Iran se battent pour ne pas qu'on leur impose le voile. Donc double provocation, et je vais vous dire, Marc Fesneau, il a perdu une occasion d'écrire, voire de se taire. Ça, on est bien d'accord. C'est pas nouveau. Moi j'ai juste une question, c'est ces jeunes filles,
Elles étaient voilées quand elles ont pénétré l'enceinte de l'Assemblée ? Alors ça, on ne sait pas, mais comme elles l'étaient à la tribune, on peut supposer qu'elles ne sont pas allées se changer dans Donc dans une pièce ou dans les toilettes. je suis complètement d'accord avec les propos et les points soulevés par Eric. Mais effectivement, je comprends pas parce que normalement, par exemple à l'Assemblée, il faut porter une veste. Pour un homme, par exemple, il faut porter une veste. Je crois même une cravate. Alors non, maintenant la cravate est plus obligatoire pour les députés et pour le public non plus. Il ne faut pas être couvert. Voilà. D'accord. Okay. C'est ce qui a marqué. En tout cas, le règlement de l'Assemblée nationale. C'est très surprenant au niveau du contrôle et de la sécurité, en fait. Le règlement de l'Assemblée n'interdit pas donc les signes religieux, sauf si cela perturbe les débats. Et c'est en cela, j'imagine, que Yael Braun-Pivet a... C'est la brèche, oui, d'accord. Voilà. Réagit. Alors, la question, déjà, faut quand même rappeler une chose, c'est que théoriquement, les filles ne sont voilées que dès lors qu'elles sont pubères. J'ai du mal à croire, malgré le fait que la puberté arrive de plus en plus tôt, que des gamines de 8 ans étaient pubères. Premier point. Donc ça veut dire, et en plus, des gamines de 8-10 ans, qu'on me dise pas qu'elles demandent à avoir le voile pour être pudique. Je pense qu'une gamine, enfin j'ai une fille qui maintenant est grande, à 8-10 ans, elle espérait se faire jolie, mignonne pour aller jouer avec ses copines. D'accord ? Donc la liberté de la femme de le mettre ou ne pas le mettre, là ce ne sont pas des femmes, ce sont des filles, des petites filles même. Parce qu'elles n'ont même pas 10 ans, elles sont à l'âge de l'école primaire, pardon. Mais la deuxième chose, comment est-ce qu'on peut accepter et défendre mordicus en accusant Yael Braun-Pivet d'être dans la même ligne que... En fait, je vais résumer ce que disent les tweets des députés insoumis, que Yael Braun-Pivet est sur la même ligne islamophobe que l'extrême droite, que maintenant il y a une entente. Mais désolé, la laïcité, c'est pas fait pour les chiens. Alors on me dira, c'est pas la laïcité. Oui, mais je le dis, je le répète, il y a l'esprit, il y a la règle. Quand on va dans un bâtiment de la République, on a la tenue la plus neutre possible. Mais surtout à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, c'est une provocation assumée. C'est une provocation assumée. Que Marc Fesneau arrête de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais Marc Fesneau fait du centrisme. Est-ce que c'est pas étonnant, pardon, est-ce que c'est pas étonnant de la part de Marc Fesneau ? Ah non. Ça aurait... En fait, si, c'est plutôt étonnant parce que quand il était en charge de l'agriculture, c'est pas le plus grand provocateur. Il n'a pas démontré un leadership effréné, ni une capacité à réaliser des choses. Et c'est plutôt un homme de l'ombre, c'est plutôt le lieutenant de François Bayrou, qui soit effectivement à l'origine de cette opération. Moi, ça me surprend aussi. Pour le connaître un petit peu, ça me surprend. Pour dire quoi et pour faire quoi en fait ? Exactement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le sujet, en tout cas. Et peut-être l'élément supplémentaire, c'est de rappeler combien notre société et notre République est fragile, et que sur ces petits épisodes qui fondamentalement sont des faits mineurs, hein, et qui réussissent à se démultiplier et à impacter de manière forte les fondamentaux de la République, de notre modèle de société. Et c'est ça qui est vachement dangereux et vachement inquiétant. Alors deux choses. Pour Marc Fesneau, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que cela se passe, mais que comme ça venait de chez lui, vous êtes d'accord que vraiment, son communiqué, c'est vraiment comme on dit, la godille à ski, si vous voyez ce que je veux dire. Quand même, pour que je vais donner amicalement un petit conseil à la présidente de l'Assemblée nationale, qui a trouvé cette situation inacceptable. Absolument. Et elle a raison. Bon, elle a raison. Il faut un rappel au règlement. Et je vais aller jusque-là, puisque quand ce sont des députés et les filles qui dépassent les bornes, ils peuvent être privés d'une partie de leur rémunération. Il faut que le bureau de l'Assemblée nationale se réunisse et impose une sanction à Marc Fesneau, président du groupe Modem. Voilà. Il faut que ce soit clair. Si c'est inacceptable, il faut que la présidente de l'Assemblée nationale aille jusque-là. Allez, 0826 300 300, si vous avez envie de réagir, bien entendu, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h30. Et puis, je rappelle que demain matin, sur Sud Radio, Maxime Liedo reçoit Marion Maréchal, députée européenne et présidente d'Identité et Liberté, dans l'invité politique à 8h15 jusqu'à 8h30. 0826 300 300, on revient dans un instant. Bonjour, c'est Daniel. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Les vraies voix jusqu'à 19h30 avec Philippe David. Bien entendu, autour de sa table, Éric Revel, journaliste et auteur de ce livre. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Et puis Pierre-Yves Martin, entrepreneur et consultant, et un autre camarade, bien entendu, de Sud Radio qu'on aime beaucoup, qui vient d'arriver, Perico Légas, qui est là. Bonsoir Perico. Bonsoir. Demain, vous serez en direct du salon Made in France, porte de Versailles, pour la France dans tous ses états, de 12h à 14h avec un invité exceptionnel.
avec, entre autres, Arnaud Montebourg, ces artisans, ces femmes, ces hommes qui se battent. La libération de la France sera demain consacrée au salon du Made in France. Voilà, l'énergie, la République, la mémoire du général de Gaulle, la France qui gagne, la France qui se bat, la France qui réussit. Et si la classe politique veut venir prendre une petite leçon d'économie et de courage, elle est la bienvenue, on la recevra. Ils pourront même prendre la parole. Et les auditeurs nous appeler au 0826 300 300. Demain, tous au Made in France. On sera avec magnifique. vous, Perico. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, 0826 300 300. Tout de suite, on revient sur Yael Braun-Pivet qui a suscité donc cette bronca des Insoumis en jugeant inacceptable, je rappelle, que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles au cœur de la représentation nationale. Ça vous choque, Philippe David, bien entendu, mais aujourd'hui, la loi, enfin, elle est un peu trouble quand même. Hein. Ah ben, non mais le règlement de l'Assemblée nationale, c'est clair, vous l'avez rappelé, Cécile. Le règlement, pardon, par la loi, vous avez raison. Pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Bon, ça c'est le moins qu'on puisse dire, c'est normal. Il se tient assis, c'est sûr que s'il se met à manifester, ça pose problème. Découvert et en silence, il peut consulter les documents parlementaires et prendre des notes. La question qui se pose, si on dit découvert, un voile, c'est un couvre-chef par destination. Donc ça veut dire que Yael Braun-Pivet, Julien Audoul, ou ceux qui se sont émus ont eu raison de s'émouvoir. Mais on nous dit qu'au Sénat, ce sont les signes religieux ostentatoires qui sont interdits dans les tribunes, mais pas à l'Assemblée nationale. Mais dès lors qu'on dit qu'on doit être découvert, on ne doit pas avoir de voile, pas avoir de turban sikh, pas avoir de kippa, pas avoir de voile de bonne sœur. On a une tenue la plus neutre possible, parce que rappelons-le, ça va faire 120 ans dans un peu plus d'un mois, les églises et l'État ont été séparés le 9 décembre 1905 en France, mais certains, j'ai l'impression, ont vraiment très envie de revenir là-dessus. Pierre-Yves. Je ne sais pas si certains ont très envie de revenir là-dessus, mais ce qui me semble, c'est que déjà, le premier élément, c'est que les éléments d'autorisation et de réglementation soient différents entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Je trouve ça très étonnant, très singulier. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Non, parce que le législatif, Sénat et Assemblée, c'est la même chose. Oui, mais ils ont chacun leur susceptibilité. J'avais compris. Voilà, et on le rappelait tout à l'heure, en fait, c'est un non-événement, mais qui, comme Éric le rappelait, doit être sanctionné. Enfin, il doit y avoir un message clair, parce que c'est le jeu des dominos. Il y a un domino qui tombe, il y en a un deuxième, troisième, quatrième, et au final, tous les fondamentaux se cassent la figure. Yael Braun-Pivet, tout le monde connaît la religion de Yael Braun-Pivet. Est-ce qu'on peut... Ah bon, laquelle? Est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire que c'est peut-être son engagement personnel? Non, je crois pas. Je crois qu'elle est dans son rôle de présidente de l'Assemblée nationale. Rôle qu'elle tient plutôt bien d'ailleurs. Oui, Yael Braun-Pivet, même si elle a eu quelques ratés au démarrage de sa présidence à l'Assemblée nationale, je trouve qu'elle s'est assise confortablement dans ce fauteuil et elle est dans son rôle. Et je trouve que son terme est extrêmement bien choisi. C'est inacceptable. Et d'une certaine façon, je vais vous dire, cette double provocation que je rappelais tout à l'heure, à la fois de faire porter un voile à des petites filles de 8 ans, qui ne sont par définition pas demandeuses, j'imagine pas qu'avant. Et surtout qui n'ont pas à le porter vu les prescriptions religieuses, soit dit en passant. Si vous voulez, cette provocation, elle peut pas être passée sous silence. Pardon. Mais je crois qu'il y a deux choses. Surtout après la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur le non-port du voile au sein à l'école. Absolument, et c'est une loi qui est ancienne, ça fait 21 ans, c'était en 2004. Mais moi je crois que plus que la provocation, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est un test. Le premier test, c'est 1989, les élèves voilés à Creil, avec l'erreur de Lionel Jospin. Le proviseur Chenière. Le but, c'était de voir qu'est-ce qu'on accepterait, qu'est-ce qu'on n'accepterait pas, et notamment avec Lionel Jospin qui s'est comporté en Ponce Pilate, et Danielle Mitterrand qui avait osé dire, c'était la femme du président à l'époque, qui avait osé dire qu'on ne devait pas s'attarder pour une affaire de foulard, pour une affaire de fichu. Madame Mitterrand a piétiné la loi de 1905 à cette occasion. C'est dommage, personne ne lui a fait remarquer. Mais surtout, c'est un test pour voir qu'est-ce qu'on est capable d'accepter. Alors on a essayé le voile à l'école en 89, il y a eu d'autres affaires. En 2004, on a fini
par légiférer. Bien sûr. Les burqas se sont multipliés dans les rues. Et j'en ai vu personnellement à Paris, à Marseille, etc. Qu'est-ce qu'on a fait en 2010 ? On a fait une loi pour interdire la burqa. Donc là, c'est un test. Je peux vous dire que si jamais on ne modifie pas le règlement de l'Assemblée nationale, je vous prends le pari que dans quelques temps, des femmes viendront à l'Assemblée nationale voilées pour voir jusqu'où on est capable de supporter. Ça s'appelle l'entrisme islamiste. Il y a en ce moment une commission d'enquête parlementaire très intéressante sur le rôle des frères musulmans et leur infiltration en France, qu'elle aille le plus loin possible dans les révélations, et moi j'attends qu'elle ne reste pas... Elle est à huis clos, hein. Elle est à huis clos. Ce qui est incroyable quand même. Ce qui est problématique... Ben oui, attendez, ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'entendre les arguments et les réponses de ceux qui sont sur le banc des auditionnés. Je suis attendez, c'est un problème quand même. Je suis entièrement d'accord avec vous, Éric Revel, mais ça, ce n'est pas seulement une provocation, c'est un test. Que pouvons-nous accepter? Est-ce qu'on va se défendre ou pas? Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce qu'une école juive avec des garçons, avec des kippas, est-ce que la France insoumise aurait accepté à l'Assemblée nationale? C'est une question. Oui, non? Ils auraient réagi en dénonçant l'atteinte aux valeurs de la République, évidemment. Bon, si vous voulez, on est rentré dans une spirale absolument hallucinante, infernale. La communautarisation, la fracturation du pays, elle est mais très inquiétante. Hein. On est bien d'accord. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et un habitant découvre l'équivalent de 700 000 euros dans son jardin. Ça, c'est encore quelque chose. On aimerait un peu plus y croire que prévu, Cécile, mais effectivement, un habitant a donc retrouvé. Je suis en train, même moi, de chercher mon texte. Non, mais je l'ai bien sous les yeux. En creusant une piscine dans son jardin, un habitant de Neuville-sur-Saône est tombé sur un véritable trésor. En tout, c'est 5 lingots et des dizaines de pièces d'or, soit l'équivalent, tenez-vous bien, de 700 000 euros. C'est énorme. Ça paye la piscine. Ça paye la piscine et même plus. On peut même en construire plusieurs. Bonne nouvelle justement pour le propriétaire. Le magot est bien à lui. L'or fondu il y a une quinzaine d'années dans une entreprise locale provient d'une source tout à fait légale. Donc pas de braquage, pas de cambriolage derrière cette belle histoire. Et c'est maître Ludovic Serré de Roc qui est avec nous. Bonsoir maître. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en patrimoine et métaux précieux. Quelle belle spécialité. Je rappelle quand même que l'or n'a jamais été aussi haut. Voilà. Aussi, il faut le rappeler. L'or, c'est un vrai sujet. 100 000 euros le kilo, je crois. Alors, justement, la question qu'on se pose, c'est dans quel cas ces pièces ou ces lingots ne sont pas justement destinés à être gardés? Alors le risque effectivement, c'est que l'État revendique la propriété de ces biens. Alors soit en faisant valoir que ce sont des trésors nationaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'on n'est pas sur des lingots de l'Antiquité ou de la Renaissance, si vous voulez, ni des biens culturels, c'est-à-dire qui bénéficieraient d'une protection au titre des biens patrimoniaux, si vous voulez. Donc là, visiblement, ce sont des biens ordinaires, c'est-à-dire des lingots monétaires, puisque visiblement la gendarmerie a considéré qu'ils étaient d'origine légale. Ça veut dire qu'elle a retrouvé les numéros du fondeur, etc. Elle a pu identifier la production, et a priori les pièces qu'il aurait trouvées seraient des monnaies entre guillemets, même si elles sont en or courant, très certainement des Napoléons de la troisième République. Donc ces monnaies ont été frappées à des millions d'exemplaires, donc elles ne représentent pas pour l'État un intérêt particulier. C'est pour ça que la DRAC a considéré qu'il n'y avait pas besoin d'une protection. Donc dans ce cadre-là, effectivement, l'État ne peut pas revendiquer au titre de biens culturels la propriété sur ces biens, et dans la mesure où il s'agit également d'une découverte fortuite, c'est-à-dire qu'il ne résulte pas de fouilles archéologiques ou de détection métaux dans un but particulier. Là, c'est vraiment fortuitement en creusant sa piscine qu'il a trouvé ces biens. Donc là, l'État non plus ne peut pas revendiquer sa propriété du sous-sol dont il pourrait avoir droit. Là, c'est vraiment une découverte par le propriétaire sur son terrain de manière fortuite. Donc a priori, la propriété lui revient en totalité. Merci beaucoup, maître. En tout cas, avocat spécialiste en patrimoine et métaux précieux. Merci maître Ludovic Serré de Roc. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe David. Amir est encore victime d'une demande de boycott. Avec Pierre-Yves Martin. La proposition de politique économique d'Édouard Philippe est-elle crédible? Éric Revel.
La scandaleuse intervention de la CGT à Radio France qui veut museler 2 journalistes, Nathan Dever et Paul Melun. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, bien sûr, autour de Philippe David, il y a Pierre-Yves Martin qui est avec nous. Comment ça va, Pierre-Yves ? Très très bien. Bon, très bien. Mais, quelle énergie, vous m'avez réveillé. Je compense avec la vôtre. Oui, je suis un peu lente. Restez vous-même, Cécile, c'est parfait. On vous aime avec cette voix-là aussi, je vous assure. Sincèrement, je suis au taquet. Là, je peux pas faire mieux. Eric Revel, journaliste et auteur. Comment ça va, Cécile ? Ça va bien. Je vais m'endormir. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Ça fonctionne bien, ce livre, ça démarre bien. Ah oui, hier on avait une séance de dédicace, j'ai dédicacé plus de 200 livres hier, donc c'est... c'est chouette, c'est chouette. C'est pas mal. On est très content pour vous. Allez tout de suite, le tour de table. Lisez-le, Cécile. Oui, bien sûr. Je vous apporte un exemplaire, parce que faut que j'apprenne à je vous ai lire, pas vu, déjà. vous étiez malade. Faut que j'apprenne à lire déjà. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea ? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon ? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table. De l'actualité. Et on va démarrer par vous, Philippe David, la France Insoumise qui réclame la déprogrammation d'un concert d'Amir à Brest. Oui, alors Amir doit chanter ce soir. Un petit peu de musique, ça fait pas de mal, ça adoucit les mœurs. Alors Amir qui avait représenté avec cette chanson la France au concours Eurovision de la chanson, il s'était bien comporté d'ailleurs, on avait eu un assez bon score. Alors il doit faire un concert à Brest et Cécile Baudouin, la candidate LFI à la mairie de Brest au printemps prochain, exige d'urgence la déprogrammation de l'événement avec des phrases comme « Il a participé à la colonisation illégale en Palestine au sein de l'armée israélienne et s'en vante tout le pantan. Il a contribué financièrement et médiatiquement au soutien de la police des frontières israéliennes. Elle demande par la même occasion de procéder d'urgence à la déprogrammation du concert. » Alors déjà en juillet, le chanteur avait fait l'objet de nombreux appels au boycott, notamment il avait, pour les francophonies de Spa, ça c'est en Belgique, hein, Spa, vous qui êtes coureuse automobile, vous connaissez le circuit de Spa-Francorchamps. Et finalement, il avait été maintenu, des appels au boycott sur les réseaux sociaux. Alors moi, ce qui me gêne, on a le droit de pas aimer Amir, dans ces cas-là, on va pas l'écouter chanter, c'est pas le problème. Mais ce qui me gêne quand même beaucoup, c'est que les mêmes qui veulent qu'on déprogramme Amir parce qu'il a été chanté en Israël ne disent rien quand Médine, par exemple, va aux universités d'été des Verts ou qu'il chante Don't Laïque, qui est une chanson qui est vraiment un plaidoyer contre la laïcité, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, j'en ai marre de ces appels au boycott d'Amir et d'autres artistes, parce que, excusez-moi, mais Enrico Macias est victime aussi d'appels au boycott, Amir n'est pas le seul. Hein. Donc, j'en ai marre de ces appels au boycott de gens qui n'ont aucune leçon à donner, sachant qu'ils reçoivent dans leurs réunions et meetings. Amir était 6e à l'Eurovision en 2016. En 2016. Pierre-Yves Martin. Peut-être qu'on pourrait ne pas prendre en compte cette information parce que peut-être on pourrait simplement se dire que cette candidate au municipal veut lancer sa campagne et quoi de mieux que de lancer sa campagne autour d'une tentative de buzz et rien de plus, rien de moins. Mais c'est vrai aussi que, quel que soit son camp et quelle que soit sa position et sa sensibilité politique, on est dans un pays, dans un modèle de société où on peut plus rien dire sans que l'autre intervienne, vous interdise quelque chose, etc., etc. Mais ça va plus loin, c'est une cible dans le dos, Eric Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je dis ça parce que le début de votre argument est implacable. En fait, cette personne-là qui veut censurer, personne ne la connaît. Non. Grâce à ce qu'elle balance de conneries, elle se fait un petit nom. Oui. Un petit nom, on va vite l'avoir oublié. Oui. C'est sans doute pour lancer sa campagne. Mais vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte de l'ignominie des arguments et du carburant électoral de ces gens? Mais c'est clair. Bon. Il a participé à la colonisation en Palestine. Hallucinant. Eric Revel, puisque vous avez la parole, je reviens sur les journalistes de France Info. Oui, on connaît bien Nathan Dever et Paul Melun, qui ont donc une émission sur France Info, qui sont jugés... Important de dire qu'ils sont de gauche. Voilà, et qui sont jugés par le grand syndicat d'expression libre, la CGT, comme étant trop déviants par rapport à la ligne éditoriale de France Info. Résultat des courses, ils leur mettent une pression de folie, y compris à la direction, sans doute pour qu'ils arrêtent leur émission. Et on apprend dans un papier que leur émission est même coupée.
C'est-à-dire qu'on demande des coupes dans leur émission, vous voyez, avant de la diffuser. Donc, si vous voulez, là, on est engagé dans quelque chose de très puissant. C'est le ministère de l'Information. C'est même pire que ça. C'est la censure stalinienne. Ah oui. Mais ces gens qui nous rabattent les oreilles avec la liberté d'expression, etc., se dévoilent. Et je vais vous dire, ils commettent une énorme erreur, au-delà du cas de Nathan Devers et de Paul Melun, et de la liberté d'expression, ils commettent une énorme erreur parce qu'ils donnent du carburant à ceux qui disent il y en a marre que tous les contribuables payent pour des chaînes qui sont éditorialement à sens unique. Et ben la CGT vient de le prouver parce qu'en censurant des gens qui ont un ton libre que moi j'apprécie. Alors on leur reproche de venir de CNews. Bon. Ah oui. Et ben en fait la CGT se dévoile un peu plus et pousse les gens qui veulent privatiser une partie du secteur public à le faire. Ils commettent une énorme erreur. Voilà. Je suis en colère. Mais je suis entièrement d'accord. En plus, on connaît bien Nathan Devers et Paul Melun. Je les connais personnellement très bien. Évidemment, tout mon soutien à eux, cela va de soi. Évidemment, oui. Mais c'est vrai que le drame de l'audiovisuel public en France, c'est qu'il est hémiplégique au niveau politique en marchant qu'à gauche, et que donc il a été privatisé pour un camp politique. Finalement, c'était pas si mal que ça, l'ORTF. Oui, voilà. Il y a une privatisation éditoriale. Faut passer à une privatisation de l'entreprise. C'est ça. Pierre-Yves Martin. Je crois que tout a été dit, mais en fait, c'est pas vraiment surprenant. Ses positions et ses communications. C'est drôle parce qu'il y a quelques années, quand on évoquait la dimension, la nécessité d'aller vers une orientation très libérale de privatisation de ces chaînes publiques, ça générait un peu de scandale. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que dans l'opinion publique, l'idée commence à rentrer dans les mœurs, dans les convictions des uns et des autres. Effectivement, une chaîne d'information, une radio n'a strictement rien à faire avec des orientations politiques d'un autre temps ou d'un autre monde. Puisque vous avez la parole, est-ce que on peut croire à la promesse d'un deal fiscal XXL avec ce que propose Édouard Philippe? Oui, j'ai été très surpris aujourd'hui. Édouard Philippe a fait, je ne sais pas si c'est son coming out, mais son comeback en tout cas, dans un contexte, c'était pour voir si vous suiviez, dans un contexte. Je vous dirai quand je serai endormi. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Dans un contexte d'orientation et de débat budgétaire, Édouard Philippe a voulu revenir peut-être sur le devant de la scène, oui, malgré ses sondages. Et la question que je voulais partager avec vous, c'était effectivement, peut-on croire à cette promesse d'une nouvelle politique économique de prospérité? Je trouve que je ne sais pas si c'est le poids des mots ou le choc des formules, mais il y a quand même un sujet de formulation qui est extrêmement ambitieuse. Et dans un contexte où on a une situation budgétaire et financière de la France désastreuse, avec un endettement extrêmement inquiétant, que la classe politique s'autorise encore à faire preuve de formulation excessive, tout ça pour finalement dire qu'il va y avoir des économies de l'ordre de 50 milliards par an, alors qu'on sait très bien que le remède est beaucoup plus drastique. Je trouve ça inquiétant et je trouve pas ça mature. Je suis assez surpris, je veux pas faire de politique, mais je suis assez surpris qu'un Édouard Philippe, je le pensais plus modéré dans sa formulation, plus posée. Et là, ça veut dire qu'il s'engage vers une démarche là aussi de lancement de campagne, d'existence médiatique. Et pour exister médiatiquement, il faut dire des choses extraordinaires, hors du réalisme. Et qu'en pense Éric Revel, l'économiste? Je vais vous dire, moi je trouve qu'on est vraiment dans la veine juppéiste classique. Ça fait penser à la France bienheureuse de Juppé. Vous savez, il avait fait campagne sur c'était la France heureuse. La France, c'était pire que ça. C'était pire que ça. C'était le monde merveilleux du bisounours. Voilà. Vous avez des chevaliers qui sont avec des lances, et vous avez Alain Juppé qui met des marshmallows en face, vous voyez, pour amortir le choc. Ça me fait penser à ça, la formule d'Édouard Philippe sur la prospérité. Vous voyez, oui, il y a un côté Troisième République. Il y a un côté juppéiste, c'est-à-dire voilà. Mais surtout, moi, je vais faire une analyse politique. Évidemment qu'il essaie de se relancer. Il est sur un toboggan sondagier absolument hallucinant. Dans le dernier IFOP Sud Radio, les deux seuls qui sont en dynamique, c'est Bardella et Mélenchon. Donc, il est en train de perdre tout ce qu'il avait accumulé, Édouard Philippe. Il est en train de se perdre dans les oubliettes, donc il tente un coup politique. Il faut dire que sa sortie, qu'on aime ou pas Emmanuel Macron, et dans mon livre j'explique pourquoi il faut plutôt regarder son bilan catastrophique pour se faire une idée, mais
il a eu tort, Édouard Philippe, de dire la dignité lui commanderait de partir de l'Élysée. Parce que c'est une périphrase qui veut dire s'il reste, il est indigne. Et ça, les Français, à mon sens, n'aiment pas la déloyauté. Mais en 2 mots, pourquoi est-ce qu'il communique? Parce qu'il est sur un toboggan terrible dans les sondages et qu'il est en train d'avoir la même descente que Fillon avant même l'affaire Pénélope. Lui, il n'y a pas d'affaire, mais il est en train de s'effondrer. Enfin, Fillon, à 200 000 voix près, au-delà des affaires, il était au second tour. Et je le disais que ça va l'affaire Pchit il y a déjà 1 ou 2 ans. Eh bien, vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. 0826 300 300. Si vous voulez participer à cette émission, on sera ravis de vous accueillir avec Aude qui est au standard. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Il y a 2 bonnes nouvelles dans cette émission. D'une part, il y a Pierre-Yves Martin, il y a Éric Revel, Philippe David, mais il y a aussi pour vous la possibilité de gagner un très joli cadeau. Ça c'est un projecteur Tikino, qui est la boîte à histoire qui va vous faire, en tout cas, rêver, puisque vous allez pouvoir regarder ou faire regarder à vos enfants entre 3 et 12 ans des films avec ce projecteur révolutionnaire qui est à la fois ergonomique, robuste, sécurité, qui fonctionne comme un petit cinéma à la maison. Donc vous voulez remporter ce très beau cadeau, on n'est pas très loin de Noël. Et ben vous prenez votre portable, vous écrivez Sud sur le message SUD et vous l'envoyez tout de suite au 7 20 18. 7 20 18. Et si vous gagnez, on vous envoie Philippe David pour le mettre en place. Magnifique. Philippe David. Ah bah oui. J'aurais peut-être pas dû dire ça. On me dit que ça répond pas, ça appelle pas du coup. Ah oui. Non, bah, je retire Philippe David. Oui, là ça appelle. Là c'est fou. Hein, ça appelle. On met Cécile de Ménibus. Le standard explose. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec François-Louis Bourneau. Oui, Cécile, le 6 novembre, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. C'est une occasion pour revenir sur ce fléau qui a parfois des conséquences gravissimes. Jean-Baptiste Nouélac, fondateur et directeur général d'Excellence Ruralité, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est la réalité du harcèlement scolaire en France aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un fléau qui malheureusement devient tout à fait endémique. Aujourd'hui, il y a 700 000 enfants chaque année qui partent la boule au ventre à l'école parce qu'ils ont peur de subir des moqueries répétées, des agressions physiques, verbales, et malheureusement, plus d'une vingtaine par an commettent l'irréparable suite à ce type d'agression. Moi, j'ai monté un établissement scolaire dans l'Aisne où je me suis installé en 2017. Et j'ai été vraiment frappé par l'ampleur de ce phénomène. Presque les 3/4 des enfants que j'ai reçus dans mon établissement à ce moment-là avaient subi ce type de violence dans l'école. Et j'ai été aussi frappé par la détresse des parents qui sont souvent impuissants face à ces problématiques-là, les plus modestes en premier, parce qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de sortir leurs enfants et de les mettre dans un cadre privé, dans lequel il y a aussi du harcèlement bien sûr, mais peut-être dans une autre. Et donc, et pour vous donner simplement une anecdote, enfin en tout cas quelque chose qui illustre ça, eh bien un jour j'ai un papa d'élève qui est venu dans mon bureau qui m'a dit, vous savez, moi j'ai été obligé un jour de sortir mon téléphone portable et de filmer mon fils en train de se faire tabasser dans la cour de l'école plutôt que d'aller le secourir, parce que c'était le seul moyen qu'il se passe enfin quelque chose et que on prenne conscience au niveau de l'administration qu'il fallait faire quelque chose. Est-ce qu'il y a toujours un silence de l'administration au nom du fameux pas de vague? Non, je pense qu'il n'y a pas de silence. L'administration essaye de faire des choses. Malheureusement, on tente de faire de la sensibilisation ou de la prévention, et je crois que ça n'est pas à la mesure des enjeux, si vous voulez. Il faut à un moment arrêter de se décharger sur les enfants de la solution de ce genre de problème. C'est pas que par la sensibilisation qu'on va y arriver. Il faut aussi assumer un moment dans ce pays en tant qu'adulte de poser un cadre, éventuellement de s'organiser pour que des élèves violents ne soient pas au contact de leurs victimes, qu'ils puissent être accueillis dans d'autres structures parce qu'ils ne sont plus adaptés au cadre scolaire. Il faut qu'on se pose la question, nous c'est ce qu'on fait dans nos établissements, de l'uniforme scolaire, parce que malgré tout ça permet de réduire un certain nombre en tout cas de résorber un certain nombre de raisons qui poussent à du harcèlement sur les vêtements. Et puis il faut penser peut-être différemment la mission de l'école, la taille de nos établissements pour pouvoir mettre en place
un véritable encadrement des jeunes. L'école, je crois, c'est d'abord un lieu où des adultes transmettent à des enfants. Et il y a trop de temps où en fait les enfants sont livrés à eux-mêmes, ou parce que l'établissement est trop grand et que vous avez 500 élèves, bah forcément un surveillant ne peut pas s'occuper avoir l'œil partout. Et donc il y a quelque chose à faire de notre côté en tant qu'adulte pour repenser et pas juste raisonner à périmètre constant. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noyac d'avoir accepté notre invitation. Merci Jean-Baptiste. Vous êtes fondateur et directeur général d'Excellence Ruralité. Merci beaucoup. Tout de suite, si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de l'Intérieur? Et c'est Daniel qui nous appelle d'Arzon dans le Morbihan. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir Daniel. Bonsoir à tous. Enchanté d'être en direct sur Sud Radio. Écoutez, oui, une question très intéressante. Si j'étais ministre de l'Intérieur, je créerais de suite un programme national de prévention de la délinquance et de la récidive que je déclinerais dans toutes les communes de France, et j'associerais de près le maire des communes, parce qu'on voit bien qu'on parle beaucoup là de prévention de la délinquance et puis de terrorisme, mais ce qui m'étonne, c'est que dans le débat actuel, on parle de moins en moins, si vous voulez, de la prévention de la récidive, qui est en fait clé comme prévention, parce que les personnes qui sont incarcérées, tôt ou tard, bien sûr, elles sont libérées, ce qui est important, et qu'ensuite, il n'y a pas, si vous voulez, suffisamment de suivi, vous voyez, socio-éducatif, un accompagnement. Vous voyez, on voit les maires des communes souvent en détresse dire dans les médias, bah voilà, soit je le connais, soit je connaissais pas cette personne, ou soit elle était connue défavorablement, et en même temps, je me dis, mon Dieu, quelle détresse, quoi, sociale, de ne pas pouvoir finalement accompagner ces personnes, et puis ne pas hésiter à faire, voyez, des groupes de parole, associer vraiment la culture, voyez, le médical et puis l'associatif. Alors Madame la Ministre, bien entendu, Madame le Ministre, hein, si vous permettez, je ne sais pas si vous voulez que je dise là, mais moi je dis toujours le ministre, Éric Revel. Oui, ben voilà, très bien. La proposition de notre ministre du jour. Oui, on a hérité d'un ministre de l'Intérieur centriste là. Voilà. Mais Madame le ministre, non mais vous avez sans doute raison. Vous avez sans doute raison, c'est parce que je me place peut-être un peu plus à droite sur l'échiquier politique, mais bon, alors certaines de vos mesures sont intéressantes, mais Madame le ministre, moi qui suis maintenant à votre cabinet comme conseiller spécial dans l'ombre, est-ce que vous croyez pas quand même qu'il faudrait redonner un peu d'autorité aux parents, redonner de l'autorité aux enseignants, voilà, on souffre de ça, Madame le ministre. Si vous voulez faire une longue carrière politique, voire même jusqu'à Matignon, on en cherche, hein, n'hésitez pas, prenez position. Et il y a même l'Élysée à prendre dans quelques mois. On laisse parler le ministre. Mais je pense que vous m'avez mal écouté, parce qu'en fait, tout ça est en fait une approche systémique. Hein. Il faut associer les parents. Vous parliez d'autorité tout à l'heure dans votre émission, et j'adhère complètement. Mais vous savez, la prévention et la répression sont souvent opposées, alors qu'elles se nourrissent l'une de l'autre, et que quand on travaille dans ce domaine, comme ça a été mon cas, on se rend bien compte qu'il faut travailler sur ces deux volets. Alors il faut de l'autorité, ça c'est indispensable, mais il faut aussi des professionnels, si vous voulez, aguerris, qui puissent accompagner ces personnes, souvent c'est vrai, des jeunes majeurs, mais pas toujours, hein, parce qu'on a affaire aussi à une délinquance aussi de personnes plus âgées, et c'est important quand même si vous voulez, de pas être trop centriste, non, je m'y reconnais pas du tout, mais si vous voulez, c'est un sujet complexe où il faut de l'alliance. Absolument, et Madame le ministre, je vais devoir faire forcément de preuve d'autorité, puisque le temps file. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Pour un moment, voilà, merci beaucoup. En tout cas, vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Est-ce normal qu'un terroriste bénéficie d'une cellule 5 étoiles? On en parle dans un instant. Si vous voulez bien entendu commenter, il sera rediffusé en podcast. En attendant... Et Thomas Binet, les incontournables de la gestion de patrimoine. Écoutez bien, on parle de votre argent. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet.
Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la fiscalité de notre argent entre impôts, prélèvements sociaux et différentes règles selon où l'on place ses économies. Ce n'est pas toujours simple d'y voir clair. Alors, première question, simple. Quand on dit l'argent est taxé, Catherine, ça veut dire quoi concrètement ? Si on schématise, on peut dire qu'on est taxé à 3 moments. Quand on gagne de l'argent, on va parler de l'impôt sur le revenu. Quand on fait fructifier l'argent, et qu'on reçoit notamment des intérêts ou des dividendes, et quand on transmet son argent par la donation, par la succession. Alors on va se concentrer, je vous le propose, sur l'épargne. Si je place de l'argent, comment est-ce que je suis imposé ? Alors, tout d'abord, vous n'êtes pas imposé sur l'argent que vous placez. D'accord. Vous êtes imposé sur les revenus que ces placements vont générer, et uniquement quand vous allez percevoir ces revenus. Ensuite, la règle générale qui s'applique, c'est la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique. Donc c'est un impôt forfaitaire qui a été créé en 2018 et il va s'appliquer à l'ensemble des revenus du capital, donc les intérêts, les dividendes ou les plus-values quand vous vendez par exemple des actions. Et donc son taux est fixe, il est de 30% à l'heure où on se parle, automne 2025. Oui. Il n'a pas bougé d'ailleurs depuis sa création en 2018. Et donc les 30% se décomposent en 2 parties. Une partie qui est de 12,8% qui correspond à l'impôt sur le revenu, même taux pour tout le monde, et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc en gros, si vous touchez 100 € de dividendes, en fait vous en garderez 70. Ça c'est clair. Y a-t-il une alternative, Catherine, à cette flat tax pour les épargnants ? Tout à fait. En fait, chaque contribuable peut faire le choix de rester au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc cette option va être intéressante pour les personnes qui sont faiblement imposées au titre de l'impôt sur le revenu, parce que si vous êtes dans la première tranche, vos revenus de placement peuvent être taxés à moins de 12,8%. En fait, il faut comparer par rapport au taux de 12,8%. Attention, c'est une option, une fois qu'elle est choisie, elle s'applique sur toute l'année à l'ensemble des revenus. Et de toute façon, dans tous les cas, les prélèvements sociaux de 17,2% resteront dus. Alors du coup, est-ce que tous les placements sont taxés de la même manière ? Non, il y a des régimes dérogatoires. On va parler d'abord des livrets réglementés, comme le livret A, qui sont totalement exonérés. Ensuite, vous avez l'assurance vie, qui bénéficie d'une fiscalité allégée après 8 ans, puisque vous allez bénéficier d'un abattement de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € si vous êtes en couple, sur les plus-values au moment où vous les retirez. Au-delà, c'est bien la flat tax qui va s'appliquer. Alors là, il y a encore une subtilité, c'est si les versements ont été inférieurs à 150 000 €, la flat tax sera légèrement réduite puisqu'on sera à 24,7 au lieu de 30%. Ensuite, on peut aussi citer le PEVA, le plan épargne en action. Les plus-values seront totalement exonérées après 5 ans. Et on peut aussi citer le plan épargne retraite, qui lui bénéficie d'une fiscalité différente, puisque vous pouvez déduire les placements, les versements que vous faites de vos revenus. Alors, ce qui veut dire qu'en fonction de son projet, il existerait une boîte à outils fiscale. Exactement. En fait, le système français est complexe, mais il est aussi riche. Et donc, il laisse des opportunités pour vraiment choisir la bonne enveloppe par rapport à son projet. Alors, un dernier mot pour nos auditeurs et nos auditrices. Que faut-il retenir pour simplifier tout ça ? Il y a 3 points clés. D'abord, il faut savoir que tout argent qui produit un revenu est imposé, sauf exception comme le livret A. Ensuite, la règle par défaut, c'est la flat tax à 30% aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il existe des produits qui allègent la facture fiscale, comme l'assurance vie, le PEA ou le plan épargne retraite. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que il vaut mieux payer des impôts sur des revenus du capital plutôt que de laisser dormir les sommes dont on dispose sur un compte courant, parce qu'avec l'inflation, on va perdre de l'argent. C'est très clair. Et si je vous résume bien, Catherine, les revenus du capital donc sont taxés de différentes manières. Alors il faut adapter donc le choix du produit sur lequel on place en fonction de ses objectifs et de ses projets. Exactement. Merci Catherine. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et
autour de nous. Pierre-Yves Martin, c'est avec nous, entrepreneur et consultant. Pourquoi vous ricanez? Parce qu'il vaut mieux ricaner que de pleurer. Mais pourquoi? Parce que c'est positif de ricaner, c'est agréable, c'est doux. Mais tout à coup, vous ricanez comme ça? Bah ouais. D'accord, ok. Moi j'ai peur. Non, Qu'est-ce qui arrive à Eric Revel? Je vais même rire Maxime. Hein. Je vais finir par croire que j'ai une nature comique quand même. Vous savez que c'est moi la seule personne normale dans le studio. Oh non, bah alors si. C'est arrivé une fois, c'est ce soir. Exceptionnellement ce soir. SCS Détresse Amitié, bonjour. Eric Revel, journaliste et auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine, aux éditions Ellipse. Et tout de suite Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, le village de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Pourquoi Vendin-le-Vieil? Parce que c'est là qu'est incarcéré Salah Abdeslam et que l'information qui est tombée ce matin doit particulièrement blesser les victimes survivantes et les familles des victimes des attentats du 13 novembre 2015 que nous commémorerons dans pile une semaine. En effet, le terrorisme islamiste, condamné à la perpétuité réelle pour sa participation, a été placé en garde à vue pour détention d'un objet illicite. Un objet illicite pas totalement anodin, puisqu'il s'agit d'une clé USB. Jusque-là, vous dites, rien de grave, on ne peut rien faire d'une clé USB si on ne dispose pas d'un ordinateur. Et théoriquement, le détenu le plus surveillé de France ne devrait pas en disposer. Erreur, puisque Salah Abdeslam dispose d'un ordinateur dans sa cellule, un ordinateur qu'il s'est acheté avec son propre argent et qui lui sert officiellement pour suivre des cours. Dieu merci, le laxisme n'est pas total, puisque c'est en contrôlant son ordinateur qu'a été constatée l'utilisation d'une clé USB qui n'a pas été retrouvée. Une clé USB qui contiendrait, je cite, un certain nombre de documents de propagande de djihadistes, des textes, mais aussi une vidéo du canal 19HH du propagandiste français du djihad, Omar Homsen. On nous avait vanté l'établissement de Vendin-le-Vieil comme la panacée en termes de sécurité, cette prison étant transformée en super prison pour les détenus les plus dangereux, une prison depuis laquelle on ne pourrait plus gérer ses trafics et ses contrats, raison pour laquelle Mohamed Amra, dont l'évasion avait coûté la vie à 2 gardiens de prison, y est aussi incarcéré. On savait déjà que Salah Abdeslam bénéficiait d'un banc de musculation dans sa cellule, qu'il avait pu se marier religieusement en 2019, mariage qui n'a aucune valeur légale, car fait par téléphone derrière les barreaux, avec une femme connue par les services de renseignement comme radicalisée, avec qui il peut avoir des rapports sexuels. On sait maintenant qu'il dispose d'un ordinateur pour faire on ne sait trop quoi. Sa femme est à son tour en garde à vue, puisque des soupçons pèseraient sur elle, et on attend avec impatience de savoir si c'est elle ou quelqu'un d'autre qui a introduit cette clé USB. Pour les conditions de détention drastiques et totalement sécurisées, on attendra encore longtemps, je le crains. Inquiétant, hein? Est-ce que le garde des Sceaux a réagi, a fait un communiqué, une explication? J'ai pas vu de... Peut-être pas pour l'instant, je n'ai pas vu a priori. Bah, d'autant plus que c'est lui qui avait vanté les qualités de cette prison. De cette Alcatraz à la française. C'est pas franchement Alcatraz. C'est pas franchement Alcatraz. Oui, non, c'est étonnant ce que vous dites, Philippe. Mais c'est sourcé. Ah non, mais je ne remets pas du tout ça en cause. C'est qu'en fait, si il est capable d'avoir une clé USB, un ordinateur, il doit être capable d'avoir le reste. Non, il doit être capable de continuer de trafiquer. Il se radicalise, vous dites, en même temps avec son. Dans la clé USB, il y avait un discours d'un propagandiste que du djihad, notamment. Non, mais la question connexe, c'est de savoir si depuis cet ordinateur, il peut utiliser une communication. Et c'est vachement inquiétant. S'il prend des cours à distance, théoriquement, ça fonctionne par Internet. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dériver? Moi, je pensais que sur ces centrales, toutes les ondes, enfin tous les systèmes de Wi-Fi, Internet avaient été brouillés. Mon cher Pierre-Yves, juste que ce matin, je le croyais aussi. Ah ouais, d'accord. Mais a priori, c'est hyper inquiétant. A priori, il y a quand même quelques questions qui se posent. Parce que déjà, excusez-moi, vous allez voir le détenu qui est à mon avis le plus surveillé de France, avec peut-être Amra, la fouille, elle est au corps, elle est totale, et on peut même pas rentrer le chat d'une aiguille. On fouille tout. Et manifestement, il a pu avoir une clé USB. Peut-être qu'il sort le week-end et qu'il rentre discrètement le dimanche soir. Quoi. Non, mais c'est hallucinant. Bah, bien sûr. Non, mais c'est hallucinant, c'est à devenir fou. On est content.
On a râlé, ça y est? Oui. On peut y aller? Oui. Bon. Mais j'aurais envie de râler encore plus. Mais on aime bien quand tu râles comme ça. Très bon coup de gueule. Vous pouvez retrouver les coups de gueule de Philippe David qui fonctionnent très bien sur les réseaux sociaux. Bravo Philippe. Merci. Vous restez avec nous dans un instant. Vous m'inspirez. Je vous remercie, ça me fait plaisir. Surtout aujourd'hui. Parler de terroristes. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais très bien. Vous aimez me voir râler. Je râle pour vous faire plaisir. Non, c'est pas pour me faire plaisir, c'est par vos convictions, Philippe. En plus. Voilà, c'est ça. Je fais jamais de coup de gueule avec lequel je ne serais pas d'accord. Absolument. Allez, la question du soir dans un instant. On va revenir sur cette attaque d'Oléron. Est-ce pour vous du terrorisme islamiste? Oui, on vous pose cette question. Eh bien, vous dites oui à 90%, donc un score très largement en faveur de cette hypothèse. Et moi, je le dis, si pour le moment, le parquet national antiterroriste ne l'a pas retenu, il s'agit bien d'un attentat terroriste islamiste. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h30. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio et ayez un temps d'avance en gagnant votre station météo connectée SW404 de Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. Grâce à elle, soyez informés des prévisions météo, des indices UV et des probabilités de pluie de votre région sur 5 jours. Votre station météo connectée Lacrosse Technologies, vous la gagnez dans le Grand Matin Sud Radio de 7h à 10h. Auchan. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et vous les avez voulu, et ben vous les amis aujourd'hui, nos chers amis Pierre-Yves Martin qui est avec nous. Ça va Pierre-Yves? Très bien, toujours très bien. Vous êtes content? Je suis parfaitement content. J'ai juste une petite pointe de mélancolie parce que comme je sais que vous êtes fatigué aujourd'hui, ça me perturbe un peu. Oh, ils sont gentils. Il n'en pense pas un mot, mais il est bien. Si, je le vois dans son regard. Ouais. De gros menteur. Ah non, pas du tout. Moi, je lis dans les yeux. Les yeux sont le miroir de l'âme. Ouais. Ça va, Philippe? Vous voulez qu'on en parle ou ça va en ce moment? Ça va. Oh, d'accord, ok. Eric Revel est avec nous. Notre Philippe David devient romantique. J'ai toujours été. Ah oui, ça se voit pas comme ça. La réputation. Non, c'est les cheveux. Vous avez quand même une crête d'Iroquois, si vous voulez. Pour ceux qui vous connaissent pas, c'est quand même un peu agressif comme coiffure. J'ai l'impression de ressembler à un zadiste en écoutant Eric Revel. Non, un peu de gars-chien. Non, il a une tête de Teletubbies. C'est vrai. Surtout avec le casque de radio. Ah oui. Mais oui. Super image. Ouais. C'est la soupe aux choux, quoi. Ah, ça, c'est encore autre chose. Bon, voilà. Pardon, excusez-nous. Voilà, en tout cas, j'allais dire des choses sérieuses. Eric Revel, journaliste, enfin, un peu de moins en moins en ce moment, et auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine, aux éditions Ellipse. Allez tout de suite. La question du soir. Je suis venu ici sur l'île d'Oléron suite au fait dramatique de ce matin. À partir de 8h40, un individu à bord de son véhicule a perpétré un périple au cours duquel il a volontairement, j'insiste, percuté un certain nombre de personnes qui se trouvaient sur son chemin. C'était des personnes qui pouvaient être à vélo ou à pied. Nous avons 2 personnes qui sont gravement blessées en urgence absolue, 3 personnes en urgence relative. Les vraies voix Sud Radio. Donc c'est cette information sur l'île d'Oléron où un homme de 35 ans a délibérément renversé, donc vous l'avez entendu, plusieurs passants. Le parquet antiterroriste a décidé de ne pas se saisir de l'affaire Philippe David avec cette question du soir. Cette question du soir, est-ce que pour vous il s'agit d'une attaque terroriste islamiste? Vous dites oui désormais à 89%. Ça a un peu baissé, on était à 90 il y a quelques instants. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Éric Revel, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé qu'il y avait forcément un lien avec la religion. C'est étonnant. Il a parlé exactement de références religieuses claires et explicites. Voilà, c'est étonnant. Donc, effectivement, pour évidemment, le parquet. j'allais être plus doucereux dans mon analyse. J'allais dire, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance au procureur de la République qui explique que c'est pas un acte terroriste. Ouais. Mais évidemment, les mots du nouveau ministre de l'Intérieur, dont d'ailleurs la conduite du ministère de l'Intérieur change un peu avec celle de Bruno Retailleau, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est presque la contraposée. Il a des déclarations, Nunez, beaucoup plus, bienveillantes, calmes, etc.
Bon, s'il y a un lien avec la religion, je vois pas comment on ne peut pas qualifier cet acte de terroriste. Maintenant, je vais dire une chose, puisque je connais bien cette région. L'Oléron, j'avais une tante qui a longtemps habité à Saint-Pierre-de-Oléron. Ce qui est inimaginable, quand même, c'est ça qu'il faut dire. Ce qui est inimaginable, c'est deux choses. La première, c'est que sur l'île d'Oléron, ou dans des quartiers, ou dans des endroits très paisibles, où il se passe jamais rien. Je pense aussi à l'île de Ré. Vous imaginez si l'île de Ré avait... Bon, en fait, la violence endémique dans ce pays touche jusque et y compris des endroits tranquilles, sereins, qui n'étaient jamais confrontés à cette violence que je qualifie de masse. Puis la deuxième chose, j'en ai marre qu'on m'explique que l'assaillant serait psychologiquement fragile. D'abord parce que c'est un peu ça qu'on nous sert régulièrement, mais surtout discernement altéré. Discernement altéré, mais surtout parce que l'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Je vais même jusqu'à dire que pour se livrer à des actes barbares comme ceux d'écraser des gens, il faut pas être bien dans sa tête. Ça, on est bien d'accord. Donc, on peut très bien avoir son discernement altéré et avoir une justification religieuse ou etc. Donc, j'en ai marre de cette espèce de petit jeu qui consiste, voilà. Mais les Français sont en train de prendre conscience partout dans le pays. Ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Il n'y a plus un endroit en France où on est en sécurité. C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque qui avait dit ça. Eh bien, dans des endroits comme ceux-là, Charente-Maritime, voilà, que je connais bien, eh bien, les gens prennent conscience que ça peut frapper n'importe où. C'est ça qui est terrorisant. C'est clair. Non, mais moi, je crois qu'il y a une chose qui est quand même terrible, et vous le dites très justement, Eric. Pour renverser des gens avec un camion ou une voiture, je pense un camion à Nice, pour égorger, décapiter un prêtre devant ses fidèles alors qu'il dit la messe, comme le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, pour rafaler à la Kalachnikov des jeunes qui écoutent de la musique au Bataclan ou qui dînent ou qui boivent un coup aux terrasses des cafés. Évidemment, on peut trouver pour tous ces cas des discernements altérés ou des problèmes psychiatriques. Donc, je trouve que c'est quand même un peu fort de café, à mon avis. Alors, il y a un autre sujet, puisqu'il est décrit comme un polytoxicomane. Il était sous emprise de cannabis. On nous dit toujours régulièrement que ceux qui veulent légaliser le cannabis, il n'y a pas de problème avec le cannabis. On voit bien que là, encore une fois, c'est un souci aussi. C'est un autre sujet, c'est plutôt un souci, et personne n'a dit que de consommer, d'être toxico permettait de sécuriser une conduite parfaite. C'est bien sûr, mais en fait je suis un peu ennuyé parce que quand j'écoute les liens entre religion, actes terroristes, perception altérée, de toute façon pour être proche de milieux terroristes, pour être dans une idéologie extrême, pour réaliser des actes de barbares, de violence inouïe, faut être psychologiquement un petit peu décalé. Ou shooté. Ou les deux. Oui, ou les deux. Là, il a dit lors de sa garde à vue que ils n'ont évoqué qu'aucune aide extérieure pour ce passage à l'acte, donc pas de dimension djihadiste. Mais bon, c'est pas parce que vous n'avez pas de lien avec le djihad ou en tout cas avec des terroristes que vous n'en êtes pas un, Éric Revel. Oui, alors peut-être que l'enquête va continuer à se développer. Je crois qu'il habitait dans un mobil-home, qu'ils ont récupéré des documents à l'intérieur de ce mobil-home qui sont en cours d'exploitation. Mais voilà, il crie Allah Akbar une fois qu'il a commis cet horrible forfait. Ce qui en fait effectivement pas fondamentalement un terroriste. Écoutez, moi, on peut m'expliquer. Ça peut poser des questions, mais ça ne démontre pas votre adhésion à une organisation terroriste. Ça peut être simplement une expression de débilité, d'altération. Je sais pas. Mais pour moi, le drame est le même en fait. Mais je pense que si le procureur ne qualifie pas d'acte terroriste, c'est qu'il doit y avoir une différenciation assez nette dans la procédure qui suit, dans les modalités d'enquête, et que c'est peut-être aussi un moyen de simplifier les. Je sais pas. Alors, il y a une chose. Vous voulez parler? Il y a une chose qui se pose, c'est que le PNAT, ça va plus vite pour dire Parquet national antiterroriste. Vous l'avez quand même dit. Oui. Non, mais c'est pour le décrypter. Le PNAT a dit qu'il suivait quand même la suite des enquêtes de près pour voir si jamais il ne s'auto-saisirait pas, parce que dans ces cas-là, il s'auto-saisit. Alors vaste programme. Mais c'est vrai que le fait que le type dise Allahu Akbar, ça pose quand même question. Alors il y en a qui disent que c'est peut-être une tentative
tentative de suicide. Alors vous espérez que les policiers vont vous tomber dessus. Moi, je veux bien qu'il ait des problèmes psychiatriques, mais je trouve quand même que l'excuse psychiatrique est très une très tentative utilisée de suicide en écrasant des gens. Oui, et après vous espérez que les flics vous descendent. Bon. Ça existe aussi. Ouais, bon, bah, écoutez, non, mais c'est une hypothèse on peut lui donner des conseils. Il emmerdera moins les innocents et les honnêtes gens. S'il veut se suicider, on peut lui donner des conseils. C'est sûr, il se met dans sa voiture et il met le feu. Non, mais au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai une crainte, c'est qu'on soit une fois de plus dans le déni de réalité, de dire oui, mais bon, là c'est pas politiquement correct, donc faut pas en parler. Juste dans cet entre-deux là, parce qu'on est dans un entre-deux. Dans cet entre-deux, en fait, vous donnez du carburant à ceux qui estiment qu'on leur cache la vérité. C'est ça. Vous voyez, mais c'est ça. Mais c'est ça le problème. Je rebondis sur ce que vous dites, Éric Revel, puisque l'individu a été donc interpellé ce matin à 9h30 à Saint-Pierre-d'Oléron, où il venait d'incendier son véhicule, puisque vous dites qu'on lui donne du carburant, dans lequel se trouvaient une ou plusieurs bouteilles de gaz. Donc certains se disent, est-ce qu'il voulait s'immoler par le feu? Est-ce que voilà, donc ça remet, on sent que la personne n'est pas très équilibrée. Enfin, en tout cas, on n'a plus une seule de nos campagnes qui est à l'abri de phénomènes de masse, de tueries, etc. Bon, c'est ça quand même dont on est en train de prendre conscience. Des gens poignardés dans un supermarché à Apt, qui pensaient que Apt pourrait être un jour une cible d'attaque djihadiste. Saint-Étienne-du-Rouvray, je sais, c'est l'agglomération de Rouen, mais qui aurait pensé qu'un jour un prêtre se ferait égorger devant ses villes à Saint-Étienne-du-Rouvray? Il n'y a pas qu'à Paris, Lyon ou Marseille qu'on est en insécurité, c'est une certitude malheureusement. Merci les amis, allez tout de suite, Sud Radio fait sa transat. Sud Radio fait sa transat. Et François-Louis Bourneau, on continue à suivre nos deux skippers, pas speakers, mais skippers de rêve à perte de vue, engagés sur la transat Café d'Or, dont Sud Radio est partenaire. Prenez un grand bol d'air frais, surtout Cécile qui est un peu malade. Il faut prendre un grand bol d'air frais, et c'est déjà le 10e jour de la traversée où nos skippers, donc Joël Paris, qui est malvoyant, et Goulven Marie, réalisent cet exploit de relier le Havre à la Martinique en classe 40. Après plusieurs jours où les navigateurs étaient un peu confinés dans leur embarcation, face à pas mal de vent et même une belle dépression, le soleil illumine enfin ce duo redoutable. Après quelques réparations superficielles en mer sur la grande voile, le duo file avec une grande détermination. On écoute leur joie. On sort enfin de la tanière, ça y est. On peut aller dehors, on se sent super inondé, même par plaisir. Parce que là, il y a du soleil, donc ouais, c'est bien. Là, on est actuellement à la hauteur du Portugal, plutôt, et à 400 km dans l'ouest. On avance plutôt bien, on est assez content de notre route, on a du vent, on réalise quand même qu'on a un endroit assez magique où les petits copains ont laissé les plumes. Nous on est pour l'instant toujours présents, donc ça c'est cool, c'est l'essentiel, donc on avance, toujours direction de la Martinique. Voilà, allez, bisous à tous. Voilà, donc quand même des bonnes nouvelles et ce retour du beau temps qui leur fait très plaisir, je pense. Merci beaucoup. Clair. Merci François-Louis Bourneau. Merci beaucoup Philippe, Éric Revel. Merci beaucoup. Merci à vous. Pierre-Yves Martin. Pierre-Yves Martin. Et puis nous avions. Et merci Cécile d'avoir tenu le coup. Je vous remercie. Merci, je vous remercie. Je suis déjà à moitié en pyjama, donc merci beaucoup. Et Dorian. Philippe Bilger dire c'est intéressant. J'ai pas dit en dessous, j'ai dit au pyjama. Canard ou un truc comme ça. Dorian qui nous appelle de Valence. Bonsoir Dorian. Bonsoir Dorian. Oui, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. J'aime bien que vous m'appeliez madame. Salut René. Dorian, comment ça va à Valence? Très bien, impeccable, ouais. Et ça va. J'étais en train de vous écouter et puis je faisais 2-3 courses là, en même temps. C'est bien. J'ai entendu mon téléphone qui a sonné. Aïe, parce que vous avez envoyé un SMS, c'est bien. Oui, c'est ça. Et donc mon cher Dorian, vous avez donc remporté ce projecteur Tikino, qui est la boîte à histoire qui va vous faire donner la possibilité de voir de grandes choses, spécialement conçues pour les 3-10 ans, mais ça fonctionne aussi pour les adultes. Ce projecteur révolutionnaire est à la fois donc ergonomique, robuste, sécurisé, qui fonctionne comme un petit cinéma à la maison, et on est très heureux de vous l'ouvrir. On vous applaudit. Bravo. Ce sera pour mes enfants. Ce sera pour mes enfants. Ce sera pour vos enfants. Vous avez combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Ils ont quel âge? Léo 3 ans et Nina 7 ans. Oh parfait, alors là ils sont pile dans la cible. Pile dans la cible, parce que sinon il y avait Philippe David 2 ans d'âge mental, mais c'était un peu trop jeune. Non, c'est pas possible. Non, je trouve qu'à 2 vous exagérez, je suis plutôt à 6 mois, je suis encore au stade areux. Ouais. Vous pouvez pas le mettre comme nain de jardin sur le petit gazon, il est trop grand, Hein.
Ne changez pas votre bonne humeur en tout cas. Ouais, merci. Vous écoutez Sud Radio régulièrement? Ah oui, en allant au boulot, en rentrant du travail, tous les jours. Vous faites quoi dans la vie, Dorian? Je suis dans le commerce. Ah, très bien. Voilà. Chez Chine? Non. N'importe quoi. La polémique pour la polémique. Dorian, merci en tout cas. Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Vous embrassez bien votre petite famille. Merci à vous. Et on est ravis de vous avoir offert ce cadeau. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler d'une institution. Ah oui. Son président en est une aussi. Sur la place de la Concorde, c'est l'Automobile Club de France. Et puis on va revenir sur Stellantis et sur Poissy, et qui arrête la production d'automobiles. Oui, une usine qui avait plus de 80 ans, qui a fabriqué, moi ça me touche, c'était ma première voiture, ça ne nous rajeunit pas, une Talbot Horizon. Alors c'est une marque qui a disparu, on peut lui faire de la pub, donc vraiment... On s'en fout complètement. Allez, on y va. C'est Daniel Herrero. Sud Radio, la radio du rugby. Ce samedi, à 21h, les Springboks, auréolés du titre de champion du monde, seront dans notre pré au Stade de France, où les attendent des coqs morts de faim. Avec François Trio, nous serons au bord du stade pour aimer nos bleus, pour vous conter la vie et l'âme de ce match. Samedi à 21h, festin assuré sur Sud Radio, évidemment. Tous derrière le 15 de France avec Sud Radio, la radio du rugby. Donc là, si